Je suis Pierre-Olivier Antoine, je suis professeur à l'université de Montpellier et je suis paléontologue à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Paléontologue, ça veut dire que je travaille sur des fossiles, sur des organismes éteints du passé, et plus particulièrement sur des mammifères, des grands mammifères. Et ma spécialité, depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est de travailler dans des endroits qui sont très difficiles d'accès et dans lesquels on trouve assez peu de fossiles, et en particulier l'Amazonie. Alors, l'Amazonie, elle a un intérêt capital dès lors qu'il s'agit de biodiversité, donc cette diversité des organismes. On le sait dans l'actuel, on le sait pour aujourd'hui, avec une diversité foisonnante d'animaux et de végétaux qu'on retrouve dans cet endroit gigantesque qui représente à peu près un tiers de l'Amérique du Sud. Mais ce qu'on sait moins, pour diverses raisons, c'est que cette biodiversité, elle est méconnue dans le passé de l'Amazonie. Or, comment on peut envisager de comprendre la diversité dans l'actuel sans avoir une connaissance, sinon encyclopédique, en tout cas une connaissance suffisante de son passé? Et bien ça, justement, c'est ce qu'on cherche à retrouver en effectuant des expéditions paléontologiques en Amazonie. Les études qu'on peut faire, les analyses paléontologiques qu'on peut faire et qui sont focalisées sur le passé de l'Amazonie, là on parle évidemment de millions d'années ou de dizaines de millions d'années, ces analyses, elles ont un impact très très marqué sur ce qu'on peut avoir comme compréhension de l'évolution et de la dynamique des populations animales, notamment aujourd'hui. Tout simplement parce que les groupes qu'on voit aujourd'hui en Amazonie, certains sont certes originaires d'Amérique du Nord, et ils sont arrivés il y a quelques centaines de milliers d'années ou millions d'années quand l'isthme de Panama s'est soulevé, mais une grosse partie des animaux d'Amazonie a une origine amazonienne. Et on va trouver les sources de cette biodiversité-là dans le passé de l'Amazonie même. Parmi les groupes emblématiques qu'on va retrouver en Amazonie aujourd'hui, il y a bien évidemment les singes, donc ces singes platyrrhiniens qui sont essentiellement amazoniens, même si on en trouve bien évidemment jusqu'en Amérique centrale. Ces singes amazoniens actuels, eh bien, ils sont étroitement apparentés à toute une lignée, tout un buisson de singes qu'on a pu trouver dans des niveaux fossilifères qui remontent maintenant jusqu'à plus de 30 millions d'années en Amazonie, que ce soit au Brésil, avec Achaninka cebus, récemment décrit par notre équipe, ou avec d'autres formes comme Perupithecus, le singe du Pérou, qui a été trouvé en Amazonie péruvienne. Alors je dirais qu'à de multiples égards, l'Amazonie c'est un excellent terrain de jeu, terrain de chasse, forcément propice pour comprendre la dynamique de peuplement des mammifères notamment, en particulier pendant des périodes de changement climatique, comme il peut y en avoir aujourd'hui, le changement climatique qu'on est en train de subir. Ce changement climatique, c'est pas le premier qui s'est passé, qui a eu lieu dans l'histoire de la Terre. Et des changements similaires, il y en a eu dans le passé. Il y a eu des changements inverses aussi, avec des passages de périodes chaudes vers des périodes froides. Et effectivement, quand on arrive à mettre en perspective ces changements climatiques avec les changements de composition des faunes, alors on a une bonne connaissance, une meilleure connaissance
des mécanismes qui sont potentiellement à l'origine de ces changements. Ça fait quelques années qu'au Brésil, il y a des couchers de soleil magnifiques. Le crépuscule, il est splendide, il est sanguin, c'est d'une beauté. Tout ça, c'est à cause des méga incendies et de tout ce qui est, tous les aérosols qui sont dans l'air et qui font que le soleil il est rouge, éclarade. C'est splendide. Pas forcément s'en réjouir très longtemps. On est des gringos, on est des blancs qui arrivent avec des tamis. Et que forcément, on a beau dire qu'on est des scientifiques, qu'on vient pas du tout pour l'or, il est difficile au premier abord de faire croire et de faire comprendre qu'on ne vient pas du tout pour ça. Et oui, ça a été parfois difficile, notamment à faire comprendre à des communautés autochtones qu'on venait juste pour autre chose. Et souvent le malentendu se dissipe parce qu'ils viennent voir ce qu'on fait, on leur explique ce qu'on fait, ils voient ce qu'on fait. Et c'est même arrivé cet été, lors de la dernière expédition. On a découvert pour la première fois un squelette complet de mammifères à sabots, daté d'à peu près 40 millions d'années. Donc on a dû y travailler plusieurs jours, en bord de fleuve. Et on a eu un comité d'accueil le troisième jour qui était assez virulent. Et finalement, ils ont vu qu'on travaillait, on leur a montré ce qu'on faisait, on leur a montré qu'on n'était pas du tout là pour exploiter le fleuve et que c'était un patrimoine national. Et finalement, ça s'est bien passé. Je dirais que parmi les 40 expéditions auxquelles j'ai participé en Amazonie sur les 20 dernières années, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment restées gravées. La première, c'est probablement celle de 2005, où on est parti en autosuffisance pendant pratiquement 3 semaines, dans un endroit très très reculé, qui s'appelle l'Arche de Fitzcarrald. Et là, on est parti en autosuffisance sans savoir vraiment où on allait. Et on a accumulé pratiquement tout ce qu'il pouvait y avoir comme galère. La perte de la nourriture, des menaces par des convois de trafiquants de bois. Mais on a trouvé vraiment beaucoup de fossiles. Vraiment beaucoup de fossiles. Et ces fossiles continuent à alimenter les publications aujourd'hui. Parmi les autres grandes découvertes, on a une expédition en Amazonie. Pour la première fois, on allait explorer des terrains plus anciens que d'habitude, plus anciens que ceux qui étaient explorés, donc des terrains de plus de 20 millions d'années. C'est en 2008. Et là, on s'est retrouvé sur le territoire d'une tribu et on a eu le malheur de rentrer dans le territoire de la communauté, du mauvais côté de ce territoire. On a passé une très très mauvaise après-midi, menacé de fusils et de machettes. Ça ne nous a pas empêché, une fois que le problème a été réglé, le malentendu a été réglé, de trouver des fossiles. Ces fossiles, maintenant, on continue à les exploiter en bonne intelligence avec la communauté. Et je suis d'ailleurs devenu le parrain du fils du chaman depuis. Et mon fils a comme parrain le chaman. Donc c'était vraiment un malentendu. Au fil des ans, à partir de 2008, et qu'on a continué à faire pendant des années et des années, c'est à chaque fois qu'on visitait la communauté pour travailler scientifiquement, mettre en place et organiser une feria artisanale, une foire artisanale. Donc à la fin, tous les scientifiques achètent avec leur propre argent de l'artisanat. Beaucoup. Moi, en tant que coordinateur, j'en achète à toutes celles à qui les autres n'ont pas acheté, et puis j'en achète vraiment beaucoup. Donc c'est cool, c'est très beau. On peut le ramener en France. On ramène cet artisanat. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait une foire de Noël dans le laboratoire. La foire de Noël permet... Alors, évidemment, on leur laisse l'argent quand on paie sur place. Hein. Mais une fois qu'on est revenu en France, on vend à prix coûtant ou plus cher, prix libre, l'artisanat que les collègues veuillent bien acheter. Et cet argent-là, il nous sert à faire une deuxième vague de contributions. Et la fois d'après, quand on revient, on leur achète ce qu'ils veulent. Pour la communauté. Et donc ça a conduit à l'amélioration de leurs conditions. Je parlais tout à l'heure de la salle communautaire, on a fait ça. On a même acheté un ordinateur communautaire. Donc ils ont une prise téléphonique avec internet et on a pu communiquer avant l'avènement des téléphones portables, même dans la communauté. Et en gros, ça se passe très très bien. Parce que pour nous, c'est un juste retour des choses. On n'est pas là pour exploiter leurs ressources.
pas seulement. Ou si on le fait, alors on rend une partie avec nos propres moyens à nous. La première chose qu'on apprend au contact des populations natives en Amazonie, c'est notre mortalité. Pour les raisons que j'ai exposées quand il y a des petits malentendus sur le fait qu'on arrive sur leur territoire et qu'on n'est pas forcément invité, mais surtout, et beaucoup plus largement, parce que en tant qu'occidentaux citadins, même avec une expérience de terrain, on est éminemment mortel en Amazonie. Parce que tout est susceptible de tuer. Y compris des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne sent pas. Et eux, qui vivent là, nous ont sortis du pétrin très 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 souvent. Donc on apprend toujours beaucoup. On apprend aussi beaucoup sur le plan humain. Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui vivent dans ce qu'on appellerait nous un grand dénuement. Pas beaucoup de luxe. Je sais qu'à chaque fois qu'on revient d'Amazonie, on revient beaucoup plus riche humainement, d'avoir appris tout ce que eux nous ont enseigné sur leur façon de concevoir le jour, la nuit, la vie, la famille, le monde, sans internet. La première expédition vers Tarapoto aussi, alors c'est une expédition beaucoup plus simple, une expédition où là on est en bord de route, on n'est pas en pirogue, on n'est pas avec de la marche forcée en pleine forêt, on est en voiture sur des bords de route. On est à l'hôtel le soir. Mais cette région de Tarapoto et Jujuy, dans le nord-ouest du Pérou, livre une foule de fossiles qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Ça va depuis le dinosaure jusqu'aux premiers représentants des paresseux. Et dans cette région-là, il y a vraiment des perspectives d'avenir en paléontologie. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout le transfert depuis la zone précédente. Parce qu'on y est allé en avionnette. L'avionnette, c'est ces petits avions avec 4 passagers. Et on a essuyé une tempête tropicale. Et on a vraiment cru mourir pendant le trajet. Des pilotes qui se signaient toutes les 5 minutes. Puis finalement, comme d'habitude, comme souvent au Pérou, tout se passe bien. Ça passe juste, mais ça passe. Alors, les activités minières notamment, qu'elles soient le fait d'orpailleurs clandestins au Pérou par exemple, dans le bassin du Madre de Dios, ou plus généralement en Panamazonie, en Guyane, avec des orpailleurs clandestins, paradoxalement, elles ne vont pas avoir, si ce n'est l'insécurité qu'elles engendrent, elles ne vont pas avoir d'effet négatif sur les découvertes paléontologiques. Paradoxalement, parce qu'évidemment on déplore qu'il y ait de telles activités, mais le paradoxe est que ces activités-là, au long cours, dégagent des sédiments, donc des affleurements qui peuvent, par ricochet, être utilisés dans une démarche paléontologique, et on a de nombreux exemples, et en particulier en Guyane, où ces activités d'orpaillage clandestin qui ont conduit à la découverte des premiers restes de mégafaune pléistocène, de mégafaune quaternaire avec un paresseux géant, découvert en 2021. En Amérique du Sud, effectivement, on a plusieurs phases de peuplement par les mammifères. Ces phases de peuplement, elles se traduisent par des associations de mammifères qui vont être tout à fait différentes au fil du temps. Au tout début, on va avoir essentiellement des mammifères qu'on va dire endémiques, autochtones, et c'est lié au fait que l'Amérique du Sud est complètement isolée des autres masses continentales, un peu comme l'Australie aujourd'hui. Cette Amérique du Sud, elle va être notamment peuplée de marsupiaux et de xénartres. Les xénartres, c'est les paresseux, les fourmiliers et les tatous. Donc ça, c'est la première phase de peuplement. C'était jusqu'à il y a 35 millions d'années à peu près. Et puis, il y a 35 millions d'années, certains groupes font une apparition brutale et très remarquée dans le registre fossile. Donc il continue à y avoir des xénartres, il continue à y avoir des marsupiaux, continue à y avoir des mammifères à sabots qui sont endémiques de l'Amérique du Sud, mais arrivent brutalement les rongeurs, caviomorphes, et les primates. Ça, c'est la deuxième phase de peuplement où on voit tout ce beau monde qui va se développer et continuer à évoluer en vase clos. Et finalement, comme tu le disais, il y a un peu plus de 3 millions d'années, l'isthme de Panama se soulève et on va avoir une espèce d'échange entre juilletistes et haussiens. On va avoir
des faunes entières, avec des pans entiers de la faune nord-américaine qui viennent en Amérique du Sud, et des pans entiers de la faune sud-américaine qui passent vers l'Amérique du Nord via l'Amérique centrale. Et à ce moment-là, effectivement, on va voir arriver en Amérique du Sud des félins, tigres à dents de sabre, mais aussi ce que va donner aujourd'hui les pumas, les jaguars. On va avoir des loups, des renards, des ours, on va avoir des lapins, des chevaux, des mastodontes aussi, donc les chevaux et les mastodontes ayant disparu depuis. On va avoir les tapirs, les pécaris, les camélidés aussi. Tous vont arriver en même temps, ou presque, petit à petit, dans ce train de juilletistes d'Amérique du Nord. Ils arrivent, et effectivement, en même temps, à peu près, un peu avant, un peu après, bien avant, bien après, selon les cas, on va avoir des disparitions, une phase de disparition des formes qui étaient alors, avant, en Amérique du Sud. Et bien évidemment, certains de mes aînés vont vite avoir fait de considérer un lien causal, manifeste et complètement univoque entre l'arrivée des uns et la disparition des autres. Le problème, c'est que ça résiste assez mal à un examen approfondi des relais de ces faunes, parce qu'on peut difficilement envisager qu'un animal ait pu causer la disparition d'une autre espèce si cette deuxième espèce a disparu avant l'arrivée du premier. Comme pratiquement à chaque fois qu'on a des vagues de disparition ou des vagues d'extinction d'espèces, comme à chaque fois, ou presque, c'est beaucoup l'environnement qui est en jeu, quelles que soient les causes des changements environnementaux. On s'entend bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'homme qui est à l'origine des changements environnementaux. Avant que l'homme n'ait la moindre empreinte sur l'environnement, c'était des conditions naturelles qui régissaient ces changements. Mais ces changements environnementaux, qui vont se traduire par des changements de végétation, donc de nourriture pour les herbivores, donc de répartition des herbivores pour les carnivores qui s'en nourrissent, et toute la chaîne alimentaire, ou tout le réseau trophique plus exactement, puisqu'il va inclure non seulement les plantes et les mammifères ou les vertébrés en général, mais aussi tous les invertébrés, les arthropodes qui constituent l'essentiel de la biomasse terrestre. Il se passe aussi tout un tas de mécanismes similaires dans les océans, et la plupart du temps, ce sont vraiment les changements environnementaux qui régissent la répartition des organismes, que ce soit pour leur apparition, pour leur disparition, leur raréfaction ou leur relais. Par rapport à l'Europe par exemple, à l'Amérique du Nord, qui sont des zones surexploitées du point de vue paléontologique, ce qui est chouette, en fait ça fait 2 siècles ou plus qu'il y a une histoire paléontologique et une culture paléontologique, ce qui fait qu'on connaît bien mieux leur peuplement ancien. Contrairement à ces zones-là, évidemment il y a des zones d'ombre dans le monde, et parmi les plus grandes zones d'ombre, il y a l'Amazonie. À cela, plusieurs raisons. Bien évidemment, l'Amazonie, c'est un endroit où il est difficile de travailler au quotidien. C'est compliqué, il fait chaud, c'est humide, c'est souvent recouvert par de l'eau, c'est toujours recouvert par de la forêt, en tout cas pour l'instant. Et cette forêt, cette eau, elles empêchent d'accéder aux sédiments, aux affleurements, qui sont susceptibles de livrer des fossiles. Si on n'a pas les sédiments fossilifères, on n'a pas les fossiles. Pendant très longtemps, c'est ce qui est arrivé en Amazonie, et c'est ce qui explique que l'Amazonie soit une terre inconnue de la paléontologie, ou le soit restée, en tout cas, jusqu'au début du XXIe siècle. Là, depuis les 2 dernières décennies, en partie sous l'impulsion de notre équipe, mais pas seulement, on va avoir une connaissance de plus en plus précise des mécanismes qui sont à l'origine des fluctuations de cette biodiversité, que ce soit sur la végétation, sur les animaux qu'on retrouve associés à cette végétation, ou encore plus largement sur l'évolution des paysages qui les abritaient. Les difficultés qu'on va avoir à aller travailler en Amazonie, elles sont d'ordre logistique bien évidemment, donc c'est organiser une expédition, c'est difficile, ça prend du temps, de l'énergie et surtout beaucoup d'argent.
Aujourd'hui aussi, on fait attention à restreindre notre bilan carbone, donc à ne pas dépenser sans compter sur le dos des autres. Donc on restreint le nombre de missions, on essaie d'optimiser la durée des missions et le nombre de participants pour être le moins dispendieux possible. L'autre difficulté, effectivement, c'est l'instauration de règles administratives de plus en plus compliquées via nos instances pour ne serait-ce qu'avoir le droit de partir sur le terrain. Et je dirais qu'il y a d'autres règles assez draconiennes, mais pour le bien, qui sont les règles de circulation des fossiles, les lois de circulation des fossiles, ou qui empêchent la circulation des fossiles. Ça, c'est très très bien, c'est normal que ce soit draconien. Pendant longtemps, et plusieurs siècles, le patrimoine paléontologique a été pillé dans les pays du Sud, de la même manière que le patrimoine archéologique. Finalement, il y a un peu moins de 10 ans, c'est moins d'une décennie pour la Bolivie, et encore un peu moins, quelques années, 6 ou 7 ans pour le Pérou. C'est la période depuis laquelle le patrimoine paléontologique est aussi bien protégé, dans la constitution même de l'État plurinational de Bolivie par exemple, aussi bien protégé que le patrimoine archéologique. Et ça c'est très important, parce que c'est un patrimoine qui a vocation à rester sur place. Il peut être étudié par des scientifiques étrangers, en collaboration, mais en contrepartie, il paraît tout à fait naturel qu'on forme des étudiants, des étudiantes du pays en question, et que les fossiles, après étude, reviennent dans le pays d'origine. Ça nous paraît tout à fait normal. C'est une règle qui nous semble très facile à appliquer finalement, et qui garantit la pérennité des échanges. On n'est plus dans un monde colonial. Fort heureusement. La prochaine campagne de terrain, elle a lieu en avril 2024 et elle va être très loin finalement du climat amazonien. On repart dans l'altiplano bolivien. Donc on va travailler à peu près 4000 mètres d'altitude. C'est très près de l'Amazonie géographiquement, et puis finalement, du point de vue de la diversité qu'on y voit aujourd'hui, c'est très éloigné. C'est des territoires alpins, c'est complètement rasé, pas la moindre végétation. Le paradoxe est qu'on travaille dans des terrains qui ont 10, 15, 20 millions d'années, et dans lesquels, contre toute attente, on va se retrouver avec des écosystèmes de type amazonien. On a par exemple découvert à 4000 mètres d'altitude, une grenouille quasiment complète. Cette grenouille, elle appartient à un groupe qui est aujourd'hui connu seulement entre les deux cordillères et sur l'altiplano, cette zone d'à peu près 4000 mètres d'altitude qu'on va retrouver pratiquement depuis la Patagonie jusqu'au Pérou. Ces grenouilles-là, ce sont des grenouilles d'altitude. Mais il se trouve que toute la faune et la flore qu'on va retrouver en association sont des éléments typiquement amazonien, donc d'altitude moyenne, de forêt tropicale humide. Donc en gros, on est en train de mieux caractériser ce soulèvement de la zone comprise entre les deux cordillères andines, cordillère occidentale, cordillère orientale, et de montrer, ou de confirmer en tout cas, puisqu'on n'est pas les premiers à le montrer, confirmer que ce soulèvement a eu lieu il y a moins de 10 millions d'années. Sur le terrain, on a un fonctionnement un peu particulier par rapport aux autres campagnes et aux autres équipes qui travaillent. On est peu d'équipes qui travaillent en Amazonie, mais ce qu'on fait nous, c'est généralement pendant la journée, on va se lever très tôt parce qu'il fait chaud très vite, très humide, c'est pénible. Donc on se lève très tôt, on va travailler en début de matinée. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on prospecte, on essaie de trouver un endroit propice. Une fois qu'on a trouvé un endroit propice, on prélève des sédiments. On ne va pas voir forcément beaucoup de fossiles à l'œil nu. On prélève des sédiments, 15 kg typiquement en test, et une fois que le test est concluant, des centaines de kilos, voire des tonnes. On les prélève, on les tamise tout de suite dans une rivière. Donc là, on ne pollue pas, puisqu'on va juste libérer de l'argile de la rivière dans la rivière. On tamise, on sèche le sédiment une fois, 2 fois, 3 fois. Le soir, si c'est déjà sec, miraculeusement quand il y a eu assez de soleil et qu'il n'a pas plu, ou le lendemain quand ça a été possible, en fait là on va récupérer le sédiment et le traiter
à l'hôtel ou sous la tente, pour peu qu'on ait des binoculaires avec une batterie, et on traite tout de suite le sédiment pour voir s'il y a des fossiles dedans. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a immédiatement des résultats. On sait si on doit revenir au même endroit ou pas tant qu'on est sur place. On n'a pas à attendre l'année d'après. Avec les aléas qu'on connaît en Amazonie, les crues soudaines qui font que c'est complètement lessivé, l'année d'après il n'y a plus rien, ou les crues soudaines qui font que l'année d'après c'est recouvert par 4 mètres de terrain et qu'on ne peut pas y accéder. Donc on est vraiment dans le carpe diem complet. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Là il n'y a pas de procrastination possible. Donc ça c'est le quotidien. Et ensuite, on revient au musée à Lima ou au musée à La Paz et on laisse les sédiments et les fossiles sur place. Donc ça, ces missions, c'est 15 jours à 3 semaines par an dans un endroit. Et le reste de l'année est passé à traiter, analyser, étudier les spécimens qu'on a éventuellement découverts. Donc parmi ces spécimens emblématiques qu'on a pu trouver au fil des missions, on a par exemple... Canaanimis. Canaanimis, c'est un rongeur. Ce rongeur Canaanimis, ça veut dire la souris, Miss, des Canaan. Canaan, c'est le nom de la communauté native sur le territoire de laquelle on a travaillé entre 2008 et 2016, et puis on est resté en contact. Ils s'appellent les Canaan de Cachiyacu. Ces Canaan de Cachiyacu, c'est un groupe de l'ethnie des Shipibo au Pérou. Et on a tissé des liens vraiment fraternels avec eux, à tel point que notre laboratoire a financé, on a financé, nous, pour le laboratoire, les maillots de foot de l'équipe des jeunes des Canaan de Cachiyacu. Sinon, parmi les autres animaux emblématiques, voilà, Canaanimis, il a la particularité d'être un des plus anciens, sinon le plus ancien des rongeurs sud-américains. Associé à ce Canaanimis, il y a Wambradolops tsulodon. C'est un nom à coucher dehors. Wambradolops, c'est un tout petit marsupial qui a d'abord été découvert dans un autre gisement du Pérou, Santa Rosa, toujours en Amazonie, et que nous-mêmes, dans nos missions, nous avons retrouvé en grand nombre. Ces fossiles, ils sont actuellement étudiés par une jeune paléontologue brésilienne qui s'appelle Narla Stutz, et ils ont une particularité, c'est d'appartenir à une espèce qui est probablement l'un des plus petits mammifères de tous les temps. Ce mammifère, on estime qu'il pesait 2 grammes. 2 grammes en entier, le mammifère complet. Et là, Narla Stutz, elle est en train en ce moment d'étudier le seul crâne connu de cet animal-là. Le crâne, il mesure moins d'1 centimètre de long. À l'autre bout de ce continuum des tailles, on a effectivement un animal ou des animaux beaucoup plus impressionnants, comme Eremotherium, l'oriardi, un paresseux géant qu'on est en train d'étudier et qui provient de Guyane, que des orpailleurs clandestins avaient découvert en 2021. Des cousins de ce paresseux géant, on en a trouvé aussi dans d'autres zones d'Amazonie, dont une toute petite dent que Laurent Marivaux, mon collègue et ami de Montpellier, a découverte. Cette dent, elle appartient soit à un paresseux, soit à un animal contemporain des paresseux qui s'appelle un pampatère. Ça, on est en train de l'étudier. Donc la réponse sera connue par voie de publication d'ici une paire d'années, je dirais. Et puis, on a découvert aussi des animaux très très impressionnants qui ne sont pas bien connus du public, comme un crocodile géant, un caïman géant, qui s'appelle Purusaurus, le saurien de la rivière Purus, initialement découvert au Brésil au XIXe siècle, et dont on a retrouvé des restes pendant l'expédition Fitzcarrald en 2005, et aussi pendant des expéditions dans des zones reculées de l'Amazonie péruvienne et brésilienne. Donc c'est un caïman qui mesurait jusqu'à 12 mètres de long, qui faisait jusqu'à 1,80 m de haut. C'était le super prédateur de l'époque. Et pour preuve, il a laissé des traces de prédation sur de nombreux animaux, des paresseux, des tortues,
et d'autres animaux encore, à qui il n'a pas laissé la moindre chance. La cause de l'extinction de ces géants, des Porosaurus, et puis d'autres animaux, des gavials de grande taille, et même un autre crocodile, un caïman, qui est complètement délirant, qui s'appelle Murasucus atopus. Ce Murasucus, c'était un caïman gigantesque, d'une dizaine de mètres de long, avec une mandibule extrêmement gracile, très très fine, qui était probablement, sinon planctonophage, en tout cas microphage. Et donc il avait très probablement quasiment une poche comme un pélican, et un pourtour très très gracile, donc vraiment une mandibule très fine, et il ressemblait quasiment à un pélican, un caïman pélican. D'autres crocodiles, d'autres caïmans associés étaient, eux, adaptés à une nourriture riche en mollusques. Ils étaient malacophages. Et ceux-là, ils avaient des becs de canard, avec des dents globuleuses. Il y en a un qui s'appelle Gnatosuchus, qui a été décrit par mon collègue et ami qui s'appelle Rodolfo Salas Rismondi, qui est le conservateur au musée de Lima. Et ces animaux, en fait, ils étaient opportunistes, et comme il y avait beaucoup de mollusques, ils mangeaient les mollusques. Et ils n'étaient pas en compétition avec les gros caïmans comme Porosaurus, ou les immenses caïmans comme Murasucus. En gros, il y avait vraiment tout un panel de caïmans qui mangeaient des choses différentes. Tous ces animaux-là, ils ont disparu quand l'environnement en général, qui était à l'emplacement de l'Amazonie aujourd'hui, a changé. En fait, à cette époque-là, il y avait un énorme point bas rempli d'eau par intermittence. Ces points remplis d'eau, c'était soit de l'eau douce par période de bas niveau marin, soit de l'eau saumâtre, voire de mer, pendant les périodes de haut niveau marin global. En gros, la mer remonte et va gagner ces points bas qui sont aujourd'hui en pleine Amazonie. Ce système-là, cet immense territoire, sans équivalent actuel, ça s'appelle la mer Pébas ou le système Pébas. Ce système Pébas, c'est lui qui abritait les Porosaurus, les Murasucus et les Gnatosuchus. Quand ce système a périclité, sous l'effet concomitant de deux facteurs, le premier facteur, c'est le soulèvement des Andes. À l'ouest de l'Amérique du Sud, les Andes se soulèvent et vont changer tout l'équilibre hydrodynamique en aval et également le relief, le paysage. Ça va donner lieu à un paysage qu'on connaît, puisque c'est le paysage moderne, avec ce fleuve majestueux, gigantesque qu'est l'Amazone. L'Amazone naît dans les Andes il y a 10 millions d'années, et c'est seulement à ce moment-là que les Andes sont la source de ce fleuve qui va aller traverser tout le continent jusqu'à son embouchure au Brésil. Auparavant, il n'y a pas de fleuve majestueux, sinon un fleuve ou des fleuves qui sont le long des Andes, à l'est des Andes, et qui vont aller soit vers le sud et la Patagonie, soit vers le nord et la mer des Caraïbes. C'est ce changement, depuis le système Pébas vers ce qu'on appelle le drainage transcontinental de l'Amazone, qui est très probablement à l'origine de la disparition de tout ce monde perdu. Alors effectivement, j'ai commencé avec une expertise sur les rhinocéros, qui est liée à mon histoire et à ma formation en tant qu'étudiant de master ou en doctorant sur les rhinocéros, mais manque de peau, il n'y a pas de rhinocéros en Amazonie, en Amérique du Sud plus largement. Donc cette expertise, elle a seulement pu être utilisée, transposée sur d'autres thématiques, un autre territoire qui est l'Amérique du Sud. Tout ce que j'ai pu apprendre sur l'Amérique du Sud, je l'ai appris sur les 20 dernières années, en partant de peu, en étant complètement naïf, novice et candide au début. Et j'ai encore des lacunes sur ces thématiques-là. Mais tout ça, ça montre qu'il faut savoir bien s'entourer. En gros, quand on ne sait pas quelque chose, on peut toujours trouver dans le monde quelqu'un qui sait. Et l'essentiel, c'est de pouvoir travailler ensemble, de commencer, d'initier des collaborations. Et ces collaborations, elles profitent
aux 2, aux 3, aux 10 personnes qui travaillent ensemble. Ça, c'est le mérite manifeste de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité. C'est quelque chose que je recommanderais toujours de faire parce qu'on s'enrichit mutuellement. Ça, c'est vraiment extrêmement porteur. Et je dirais que de toute façon, les paléontologues sont nécessairement portés vers la multidisciplinarité parce qu'ils sont à la fois des géologues pour la nature du contexte dans lequel ils vont trouver leurs fossiles d'intérêt et biologistes parce que les fossiles, ce sont des organismes. Donc on est vraiment à l'interface entre les sciences du vivant et les sciences de la Terre. Donc ontologiquement, en tant que paléontologue, on est schizophrène. Il faut imaginer que la plupart du temps, ce que je fais, c'est coordonner l'expédition, coordonner l'équipe, imprimer une dynamique à l'équipe, mais chacun dans l'équipe, on peut être 3, on peut être 10, on peut être 15, chacun a son expertise. Donc chacune va travailler à son rythme sur le groupe qui l'intéresse et sur les thématiques qui l'intéressent. Certains sont hyper spécialisés sur des zones anatomiques, par exemple l'oreille interne, par exemple les dents. D'autres vont être beaucoup plus généralistes, vont travailler sur les organismes entiers. D'autres encore sont spécialistes des végétaux. Donc évidemment, le travail va être très très différent selon la nature des expertises. Et la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est que quelqu'un imprime la dynamique et les contributions des uns et des autres viennent peaufiner, parachever le travail pour ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle des publications, donc des articles scientifiques qui ont pour vocation d'apporter des informations nouvelles pour la communauté des pairs, les autres paléontologues, et les autres communautés scientifiques, que ce soit les géologues, les biologistes, les écologues, les évolutionnistes, les systématiciens, ceux qui travaillent sur la classification des organismes. Et généralement, tout cela contribue à une bien meilleure connaissance, année après année, de ce qu'on conçoit du monde et de son évolution. Donc ça, c'est le travail du quotidien. C'est un quotidien bien diffus, bien protéiforme. Il est de multiples facettes. Et je dirais qu'il n'y a pas de journée type parce que on est tout le temps en train de passer d'un élément à l'autre, d'une facette d'expert à une facette d'élève, selon qu'on est celui qui imprime la dynamique ou celui qui en bénéficie.